Alors, bonjour, bienvenue au webinaire sur l'évaluation des élèves en mode virtuel de la première à la sixième année. C'est notre deuxième webinaire donc sur l'évaluation des élèves en mode virtuel. Cette présentation est une collaboration de IDELO et de CPE. Donc, simplement pour vous dire que votre micro, votre caméra n'est pas en fonction, c'est normal. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à utiliser le chat lors de la présentation. Je vais m'assurer de faire un suivi avec le chat, ainsi que la rubrique questions-réponses si vous avez des questions. Donc, j'essaierai de voir si jamais votre question en lien avec ce qui est dit. Peut-être de demander une petite pause et sinon, à la fin de la présentation, nous allons avoir une période de questions et d'échanges. À ce moment-là aussi, ça va être possible d'enlever votre microphone sur la fonction sourdine. Donc, si jamais vous voulez échanger de vive voix, on va avoir du temps à la fin de la présentation. Donc, c'est une présentation enregistrée. C'est une présentation qui va être disponible par la suite sur le site de Le Repère, donc pour le CPO, et pour IDELO sur le channel YouTube de IDELO. Naturellement, il faut quand même donner là, un peu de temps pour que ce soit en ligne, mais ce le sera éventuellement. La présentation PowerPoint, donc un gros merci. Elle va être partagée. Je vais vous la faire parvenir par la suite via votre courriel que vous avez utilisé lors de l'inscription. Alors voilà, je laisse la parole à Stéphanie Charron pour la présentation. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire sur l'évaluation en mode virtuel pour nos élèves. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je me présente. Je suis conseillère pédagogique en numératie et en appui au programme virtuel pour le CPO. Et puis, je suis vraiment contente de passer la prochaine heure avec deux enseignants extraordinaires qui œuvrent eux aussi au pavé, on l'appelle le pavé, notre programme virtuel, et puis eux, ils travaillent en première année. Alors, ça va être intéressant de comprendre un peu leur cheminement pour ce qui se passe au niveau de l'évaluation avec des élèves de première année, mais qui pourraient certainement être utilisés ou avoir des inspirations pour jusqu'en sixième année sans aucun problème. Puis là, je vous explique un peu ce qui se passe. C'est que depuis quelques années, j'ai eu la chance de travailler, d'accompagner, mais aussi de collaborer avec Lucie et avec Jonathan dans leur rôle respectif au sein de leur école. Et puis, ça a continué avec le pavé. Et puis, c'était vraiment plein de discussions qui étaient très riches et tout ça, parce que c'est une grosse bébite, le virtuel, et puis il faut repenser aux choses différemment. Alors voilà, on en a profité pour pouvoir s'en parler lors d'un webinaire comme ça. Alors, aujourd'hui, on va aborder différentes composantes. Et puis, ce sont tous des incontournables, je pense, Lucie puis Jonathan, je pense que vous allez être d'accord avec ça. C'était des composantes tellement importantes pour voir la progression de vos élèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, je vais peut-être vous présenter la page qui fait un peu le résumé des points qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Oui, donc on va aborder un peu l'environnement d'apprentissage virtuel. Qu'est-ce qui était propice? Qu'est-ce que vous avez pensé, recherché? Un peu la collaboration, la communication avec les parents, la triangulation, et on va revenir à la fin avec des messages clés à retenir. Oui. Alors, si on prend notre premier point qui était vraiment important, quelles ont été vos démarches puis vos réflexions afin de mettre en place vraiment comme une structure qui va permettre vraiment d'évaluer vos élèves en mode virtuel? Parce que j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de réflexion. Lucie, comment ça s'est passé, toi? Oui, bien, tout d'abord, Jonathan et moi avons décidé de travailler en collaboration, donc en dyade. Et puis, on a eu la chance de parler tous les jours ensemble de nos expériences quotidiennes. Donc, on a commencé l'année comme ça. On a vu, on a vécu, on a eu de l'expérience. Donc, on a été capable de faire des constats et voir ce qui fonctionnait en mode virtuel et ce qu'on pouvait peut-être changer ou essayer de changer.
Donc, plusieurs réflexions par rapport au fonctionnement de notre horaire et aussi comment on était pour vivre l'évaluation en mode virtuel, car c'était toute une première, n'est-ce pas, Jonathan? Non, je suis d'accord. Puis un peu comme certains d'entre vous, j'en suis convaincu, on s'est fait un peu, pas garrocher, mais on s'est fait un peu tirer dans ce beau défi-là qui était l'apprentissage virtuel. Au tout début, en mars dernier, avec le premier confinement, mais puis quand on est arrivé également en septembre, moi et Lucie, on avait notre bagage un peu du printemps. Donc, on savait un peu à quoi s'attendre, mais là, on devait vraiment modifier la formule en étant à temps plein au virtuel, avec des nouvelles attentes et avec des objectifs puis différents. Donc, c'était intéressant cette expérience-là parce que au départ, on était seul, puis j'ai demandé de l'aide à me joindre à quelqu'un, puis Lucie a bien voulu accepter de joindre. On se connaissait un peu d'avant, mais pas beaucoup. Mais on a eu la chance d'apprendre à se connaître assez rapidement, mais aussi on a eu la chance de vraiment s'asseoir et dire, OK, là, il faut vraiment pas juste penser à l'extérieur de la boîte, il faut vraiment comme rechanger la boîte au complet, là. Puis tout ça a vraiment servi parce que c'était quelle pièce de casse-tête qu'on veut commencer à mettre une avec l'autre pour éventuellement arriver à un produit qui se tient, qui, dans ce cas-ci, est plus l'évaluation, sachant que ça allait être un énorme défi au virtuel de pouvoir réussir à faire des évaluations. Donc, la première chose... Il y a eu vas-y, aussi Steph. de la collaboration en diade avec vous, mais il y a eu de la collaboration aussi avec d'autres. Hein, parce que, je veux dire, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même bateau que vous, puis vous avez eu la chance de parler avec d'autres personnes du même niveau, même justement de la maternelle à la 6e année. Oui, absolument. On a vu assez rapidement qu'on avait d'autres enseignants qui étaient également dans le même bateau que nous. Donc, on s'est dit, l'union fait la force. Pourquoi pas essayer de créer ce réseau-là avec d'autres enseignants qui vivaient aussi une expérience en diade. Donc, on a eu la chance de faire collaboration avec Sophie Larocque-Germain et Samantha Sabourin, qui eux aussi se retrouvaient dans la même situation que nous en première année. Puis ça a été extrêmement gagnant d'augmenter notre famille de 2 à 4 pour réfléchir quotidiennement parce que au départ, la première chose qu'on a attaquée, c'était vraiment l'horaire de travail. Puis, pour repenser, puis ici, ça dit oser demander et modifier, eh bien, on avait reçu un horaire du départ qu'on devait suivre. On avait commencé à la suivre pour quelques jours, mais en Lucie, on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne fonctionnait pas pour nous en première année. Puis, avec les aspirations qu'on avait, avec l'évaluation et tout, ça collait comme pas nécessairement. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on allait modifier l'horaire. Puis, c'est là où les petits groupes sont venus à l'idée. Puis, Sophie et Samantha, donc les autres gens avec qui on collaborait également, réfléchissaient aux mêmes choses que nous. Fait que c'était le fun parce que ça venait un peu crédibiliser tout ce qu'on réfléchissait. Puis, on pouvait par la suite faire des demandes à la haute gestion pour pouvoir essayer de modifier notre horaire. Donc, les petits groupes, c'est de là que c'est arrivé. Et puis également, le focus en littératie et numératie, parce que vous pouvez seulement imaginer qu'au virtuel, c'est pas facile tu peux pas répliquer le modèle présentiel au virtuel. Tu dois vraiment modifier. Et on savait que si on était pour garder les apprentissages essentiels, puis les élèves, où est-ce qu'on voulait mettre le focus pour qu'ils puissent progresser, on voulait continuer à focuser sur la littératie et la numératie. Donc, l'exercice de modification de l'horaire a été intéressant, mais le produit que vous voyez ici à l'écran, là, c'est notre modèle d'horaire. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Ici, on a travaillé, on a essayé des choses, on est revenu à la charge, on a modifié. Donc, ce processus-là était important aussi parce qu'on ne l'avait jamais vécu avant. Donc, il fallait qu'on prenne du risque et qu'on essaye des choses. Oui, parce que notre but, c'était vraiment d'être capable de travailler en petits groupes tous les jours. On a essayé de faire d'autres liens Google Meet, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, la seule option, c'était de changer l'horaire et comme ça nous a permis de voir nos petits groupes chaque jour et faisant aussi des groupes homogènes. Donc, on pouvait vraiment travailler, répondre aux différents besoins de nos élèves et être capable aussi de faire une rétroaction descriptive au quotidien.
Alors, ça a été vraiment gagnant. Et comme tu disais, Jonathan, l'intégration des matières nous a permis aussi d'amalgamer pas seulement études sociales, sciences, les arts et l'éducation physique, mais aussi de faire plus de minutes de littératie en intégrant les livres de lecture au sujet des concepts en études sociales, en sciences, en faisant aussi beaucoup d'images et de vocabulaire dans cette période-là, puisqu'on sait que la plupart des élèves suivent quand même le programme ALF. Donc, c'est vraiment le profil de classe de nos deux classes, de Jonathan et moi. Donc, on s'est vraiment penché sur le profil de classe aussi afin de répondre aux besoins de chaque élève. Je veux juste ajouter que ces changements-là ont été faits également avec l'accord et l'appui des parents. On va en parler plus à la prochaine partie, mais c'est certain qu'il a fallu aller faire un certain buy-in, comme de leur demander leur approbation et de tâter le pouls avec eux pour s'assurer qu'ils seraient d'accord à mettre ça en place, mais je pense qu'en expliquant les raisons derrière pourquoi on voulait avoir des petits groupes, de vraiment faire un travail plus ciblé avec les élèves, travailler les concepts essentiels. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les parents ont vu que ça serait bénéfique pour leur enfant, surtout en première année, avec des élèves qui ont quand même la difficulté à soutenir une attention et une concentration pendant plus de 15-20 minutes. C'est certain que quand on monte en... Année, là. On parle d'élèves de première année qui apprennent à lire, là, de toute façon. C'est sûr que ça change un peu avec l'âge, mais le concept du travail en groupe, il est quand même pertinent jusqu'à la... il est pertinent dans le cursus scolaire, mais à l'élémentaire, définitivement. On a une petite question de Roxane qui est quand même, je m'excuse, qui est quand même assez pertinente, qui demande que font les autres pendant les rencontres en petits groupes. Oui, c'est ce que j'allais dire. On avait bien communiqué aux parents puisque les élèves étaient pour travailler en petits groupes et de façon autonome lorsque les autres groupes travailleraient. Nos activités asynchrones reprendraient un peu le 5 au quotidien, les activités qu'on ferait au 5 au quotidien en salle de classe en présentiel. Donc, par exemple, si je suis en lecture guidée avec un groupe, mon groupe qui est en mode asynchrone à ce moment-là, suit les activités asynchrones et ce sont de l'étude de mots, du vocabulaire, de l'écriture, de la lecture aussi à leur niveau. Et on essaie toujours de donner des activités où les élèves de 5, 6 et 7 ans maintenant peuvent faire de façon autonome sans que le parent soit toujours à côté puisque plusieurs travaillent tous les jours. Mm-hmm. Puis les activités asynchrones, ça paraît peut-être, c'était une présentation qu'on partageait avec les familles à tous les jours. Certains vont dire, oui, mais c'est extrêmement du travail. Ça en était au départ pour monter, disons, le squelette de la présentation. Mais nous, vraiment, la clé gagnante, c'était de ne pas réinventer la roue ici. Donc, on utilisait vraiment des activités qui s'enchaînaient de jour en jour. Donc, on n'essayait pas de monter de nouvelles activités à tous les jours. On prenait des types d'activités qu'on pouvait répéter. Donc, ce n'était pas l'intensité, mais bien la fréquence. Puis ce que ça faisait, c'est que ça créait un fil conducteur avec l'élève, il savait à quoi s'attendre, les familles savaient à quoi s'attendre aussi. C'était toujours centralisé dans la même présentation, donc on centralisait les informations dans un document. Puis, ça nous guidait vraiment vers l'évaluation parce que dans le fond, on segmentait dans une unité quelconque, on segmentait en petites activités de jour au jour. Ce qu'on voulait faire pour se rendre à l'évaluation. Et ça nous permettait de cueillir des traces. Ça, c'était extrêmement gagnant parce que de là, on pouvait mettre nos liens de Google Slides, que les élèves faisaient une copie, puis par la suite nous repartageaient par courriel en mathématiques. Puis on avait également un code une petite caméra qui s'appliquait à côté des activités qu'on voulait qu'ils se retrouvent dans le portfolio. Le portfolio, on va vous en parler davantage dans quelques minutes. Donc, c'était vraiment, pensez-y, comme le carrefour giratoire. C'est de là qu'on partait. Toutes nos informations allaient dans les activités asynchrones pour les élèves et les parents pour qu'eux puissent suivre le plan de match pour la journée. Puis, je veux revenir sur le plan de match. Vous aviez vraiment comme une planification à rebours. Là. Vous n'aviez pas le choix finalement de penser à vers quoi on veut tendre. Donc, tout était planifié en fonction de cette planification à rebours que vous avez débutée.
Oui, puisqu'on a décidé de travailler en petits groupes et ça faisait en sorte que déjà, on les voyait peut-être un peu moins, chaque élève. Donc, chaque minute compte au niveau du virtuel. Donc, ton enseignement, ça doit être très précis et réfléchi. En première année, tu veux vraiment les amener à la fin de l'année qu'ils soient capables de compter, lire et écrire. Alors, comment faire? Et puis, avoir une planification en rebours, c'est la clé, c'est la solution. On sait où on s'en va. Ça ne veut pas dire que je ne m'assois pas et je révise ma planification en rebours. Donc, ça se peut que je change des choses en cours de route pour répondre aux besoins de mes élèves. Mais au départ, ça me prend un chemin que je vais prendre et je vais décider quelles sont les activités que je vais vivre en grand groupe, car nous avons des sessions en grand groupe aussi. Quelles seront les activités qui répondent plus aux besoins des petits groupes et aussi je fais de la différenciation à ce moment-là et ainsi mes activités asynchrones. Même chose pour toi, n'est-ce pas, Jonathan, en mathématiques? Oui, on utilisait un peu le même format. Mais juste avant de faire du pouce là-dessus, je veux juste, parce que je peux juste me mettre dans la peau de quelqu'un qui voit ça, qui est peut-être pas, qui se dit, mon Dieu, c'est beaucoup. Mais je veux que vous sachiez que moi et Lucie, on n'avait pas cette fête jour 1, là. Ça a pris des semaines et des semaines. Je dirais que commencer à planifier à rebours, ça nous a pris presque 2 mois. Parce qu'il a vraiment fallu établir la table, de mettre les fondations à notre maison avant de mettre les murs. Puis, euh, il y a eu beaucoup de travail avec les familles, avec les parents. Fait qu'on a commencé, c'est le plus petit pas possible. On a commencé avec une chose, on l'a mis en place, on l'a pratiqué, on a vu que ça pognait, parfait, on passe à autre chose. Quand on est arrivé vraiment, parce que le premier mois, c'était de la mise à jour de ce qui avait manqué de mars à juin. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire des activités pour essayer de bonifier aux endroits où il y avait peut-être eu des écarts qui s'avaient creusé. Mais là, une fois qu'on était rendu à un point où on voulait vraiment partir avec une planification, ça arrivait plus à la mi-octobre. Là, on s'est penché sur comment créer une planification en rebours. Mais moi, je faisais la numératie, puis Lucie faisait la littératie dans nos 2 classes. Donc, moi, je ne faisais pas la littératie. Fait que oui, on Est-ce pouvait. que tu peux présenter la prochaine diapo qui Oui, parle justement de excuse. la planification? Fait que c'est certain qu'on pouvait s'entraider. Mais des fois, ça devenait difficile parce qu'on était tous les deux dans notre dossier. Fait qu'on pouvait aussi se sentir isolé parfois dans notre propre sujet. Fait que c'est de là que la collaboration avec Samantha et Sophie a été intéressante parce qu'eux aussi prenaient le modèle littératie-numératie. Fait que là, j'ai travaillé de près avec Samantha, puis on a construit des planifications en rebours. Puis honnêtement, ça a été une des plus belles expériences de ma carrière de pouvoir planifier à l'avance, puis d'avoir vraiment la chance de réfléchir à c'est vers où qu'on veut apporter nos élèves, puis comment qu'on va s'y rendre. Puis comme Lucie l'a dit, on a modifié probablement une centaine de fois notre planification en cours. C'était pas coulé dans le béton, tu sais, mais c'était comme, on s'enligne de cette façon-là, on essaye, puis là, quotidiennement, on s'appelait sur Google Meet, genre 5 minutes, c'était drôle, tu sais. Comment ça a été l'activité? Là, Samantha me disait, hey, ça a bien été, moi aussi, good, on continue. Puis là, des fois, c'était comment ça a été, puis elle disait, écoute, on s'est planté, là, mais mal. Là, on riait parce qu'on disait, OK, qu'est-ce qu'on avait prévu, ça n'a pas marché. Fait qu'on va refaire une deuxième activité demain pour aller consolider ça parce qu'on peut. Fait que ça, je trouvais ça tellement riche d'avoir ce partage-là puis ces échanges-là. La collaboration était forte. La collaboration était forte. Puis je pense que oui, tu peux mettre toutes ces belles choses-là en place, mais vraiment, ce qui fait vibrer toutes ces initiatives-là, c'est la collaboration entre collègues. C'est ça qui fait en sorte que tu te sens moins tout seul. Oui. Je voudrais juste mentionner que la présentation qu'il y a là, vous êtes super généreux, vous deux. Vous allez partager vos modèles, vos gabarits. Les gens vont avoir accès. Puis, ce que vous parlez, là, vraiment, là, les gens vont avoir accès à ça, puis ils vont pouvoir s'en inspirer. Là. Merci beaucoup, c'est super généreux de votre part. Et je peux dire la même chose avec Sophie. J'ai vécu de belles planifications en rebours avec elle aussi. Je tiens à mentionner son nom. C'est bon. Mm-hmm. Fait que dans cette veine-là, on croyait que c'est important pour nous de véhiculer le message, de ne pas réinventer la roue. Fait qu'on veut partager avec vous ces modèles-là, si vous voulez réutiliser les squelettes, parce que des fois, c'est long à monter ces choses-là, surtout virtuelles. Puis c'était un des obstacles, c'est qu'il fallait qu'on commençait de rien vraiment. Il fallait monter tout. Mais une fois que c'était fait, on voyait que là, le rythme allait plus rapide parce qu'on n'avait pas besoin de refaire toujours ça à toutes les fois.
pense Donc, qu'il faudrait, vous avez parlé là, on parle de toute votre structure, votre squelette, comment vous y êtes arrivé et tout ça, mais je pense que ça serait absolument pas possible si vous n'aviez pas eu un partenariat avec vos parents, les parents de vos élèves. Parce que là, on parle vous avez chacun une classe avec vos élèves. Vous travaillez tellement en diade. Je veux dire, Lucie t'enseigne aux élèves à Jonathan, Jonathan t'enseigne aux élèves à Lucie. Je pense qu'en quelque part, c'est super important d'avoir ce partenariat-là avec les parents parce que s'ils ne sont pas là, surtout en première année, en virtuel en plus, je pense que il manque quelque chose à votre fonctionnement, là. Je pense que Lucie... oui, je vais peut-être prendre le tour parce que je pense que peut-être qu'il est arrivé quelque chose avec Lucie, là, mais je suis d'accord, Stéphanie, plus que jamais, on était confronté à collaborer avec les parents. Tu sais, on savait qu'en temps normal, on a besoin de collaborer, d'avoir un partenariat, mais au virtuel, c'est indéniable. On n'a pas le choix. Parce que tout ce qui touche à l'environnement d'apprentissage, c'est à la maison, puis il y a un écran qui nous sépare. Donc, moi, je ne peux pas limiter les stimuli externes ou faire en sorte qu'il y ait moins de distractions ou donner l'organisation à l'élève ou m'assurer qu'il va sur le bon lien. C'est le parent qui est à côté. Puis en première année, les enfants ne sont pas encore assez autonomes pour le faire. Certains l'étaient, mais dans la grande majorité, ils ne l'étaient pas. Donc, on travaillait ça en même temps, puis il fallait le faire parallèlement avec le parent. Puis il y avait aussi tout l'aspect du coaching aux parents. Puis, tu sais, on a souvent tendance à dire, oui, nous, on offre des services aux élèves, mais au virtuel, je veux dire, les services qu'on offrait aux élèves, on en offrait, je pense, autant aux parents. Ça a devenu une partie intégrante de ce qu'on devait faire. Puis on s'en est rendu compte assez rapidement parce que, sachant qu'on ne les aiderait pas, tout ce qu'on essaierait de mettre en place pourrait facilement tomber à l'eau. Donc, on ne voulait pas se retrouver. Il y a vraiment un climat de confiance. Là. Il a fallu passer du temps pour vraiment apprendre à se connaître, finalement. Ah oui, puis je dirais que du départ, nous, on appelait ça nos classes. C'était vraiment important qu'on soit les deux. Je veux dire, oui, je suis titulaire de ma classe, Lucie aussi, mais pour les parents, je veux dire, autre que à titre officiel, c'était nous les enseignants. Puis on était un front commun, puis on partageait ça ensemble. Puis ça a commencé du départ avec l'entrevue d'accueil parce que, puis ça, c'était, je donne le crédit où crédit est dû, là. C'était Sophie qui a réfléchi à ça, qui a dit, écoute, moi, je ne peux pas commencer l'année sans avoir rencontré ces cocos-là, puis leurs parents, comme, il faut qu'on les rencontre. Puis, je veux dire, la lumière s'est allumée immédiatement chez moi et Lucie aussi. Prenons les 2 premières journées du virtuel. Après avoir eu 2 journées de planification, là, on s'entend que ce n'était pas beaucoup, là, pour juste apprendre à connaître vos élèves, puis dire bonjour, mettre un visage sur un nom, soulager les parents avec leurs questions ou leurs inquiétudes. Puis ça a été extrêmement gagnant de au moins faire un coucou, voici qui nous sommes, c'est nous qui va s'occuper de vos enfants, puis ayez jamais peur de nous envoyer un courriel, de nous poser des questions. Lucie, est-ce que tu aimerais parler un peu de la soirée coup d'œil, puis de quelle façon qu'on l'a utilisé pour créer un climat de confiance avec les parents? Oui, absolument. J'avais perdu ma connexion, mais c'est revenu, merci. Alors oui, la soirée coup d'œil fut très importante pour nous aussi parce que ça nous a permis de voir comment ça allait. Donc, les parents ont pu quand même nous communiquer de vive voix. Est-ce que ça fonctionne? L'horaire, aussi l'autonomie de votre enfant, parce qu'il y en a été question aussi pendant la soirée coup d'œil. Ce fut une occasion de parler de l'importance des élèves, de l'autonomie des élèves lors des Google Meet. Ne pas répondre nécessairement pour eux, faire comme si on était en école présentielle, laisser l'élève faire des erreurs afin d'apprendre de ses erreurs. Donc, on a essayé d'avoir une discussion courageuse et franche avec les parents à ce sujet-là. On a été très chanceux parce qu'il y a plusieurs parents qui ont assisté à notre soirée coup d'œil. Donc, on en a profité, bien sûr, pour parler des critères qu'on était pour voir, des différents concepts dans les différentes matières. Et j'ai aussi eu l'occasion de leur parler plus précisément de la lecture, de l'écriture, parce que c'est nouveau en première année. On fait un gros cheminement du mois de septembre au mois de juin. Mais aussi, on a eu l'occasion de parler des évaluations et comment on était pour évaluer leur enfant.
pendant l'année. Alors, on a parlé pas seulement des évaluations sommatives, mais de l'évaluation au quotidien. Donc, on n'a pas parlé nécessairement du mot triangulation, mais on a vraiment communiqué aux parents qu'on était pour observer leur enfant tous les jours, en grand groupe, en petit groupe, qu'on était pour avoir des conversations avec eux et elles, que c'était important, même si le micro était fermé, de ne pas répondre pour l'enfant pour que l'enfant soit prêt à répondre la même chose lorsqu'il ouvrait son micro. Ça, c'était vraiment important pour nous de passer le message parce qu'à ce moment-là, on avait quand même quelques élèves qu'on voyait regarder papa et maman et attendre toujours la réponse avant d'oser et essayer. Donc, on a essayé d'encourager encore plus les élèves à prendre une certaine autonomie et aussi expliquer aux parents qu'on allait communiquer les critères d'évaluation. Et je ne sais pas si on en a parlé, ma connexion n'était pas bonne pour quelques minutes, mais on a aussi mentionné qu'on était pour envoyer la planification mensuelle chaque mois et puis qu'ils pouvaient nous poser des questions à ce moment-là. On a commencé à faire un message aux parents par semaine de façon hebdomadaire dans lequel on mettait nos messages, tu sais, la petite paperasse, la cuisine, mais aussi notre planification mensuelle, nos tutoriels pour expliquer comment envoyer des preuves d'apprentissage dans le portfolio. On a également expliqué notre portfolio. Veux-tu continuer à parler de ça, Jonathan? Oui, juste avant de peut-être faire le pont avec le portfolio, toutefois, je veux juste dire que la soirée coup d'œil, c'était comme la première étape. C'était vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t, juste pour, avec les parents, pas méchamment, mais juste dire, c'est ça nos attentes. Pour pouvoir bien réussir au virtuel, on a besoin de ça de votre part. Puis, tu sais, ce que je disais quand Lucie est partie pour sa connexion, je parlais de l'importance de l'accompagnement avec les parents. Ben, c'était là de leur dire, tu sais, on a besoin que, tu sais, on va vous aider, mais on a besoin que vous soyez présents à certains niveaux pour qu'on puisse pouvoir récolter des preuves d'apprentissage tangibles et authentiques pour l'évaluation. Puis il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Fait qu'on savait très bien que ça n'allait pas juste être une soirée coup d'œil, merci, bonsoir, tout est gagné. Écoute, c'est parti gagné, là, comme on savait. Fait que de là, l'idée des messages de la semaine, parce que là, on s'est dit, ça va nous donner une plateforme de faire des rappels, parce qu'il y a certaines choses qu'on gardait dans les messages à toutes les semaines, parce qu'on voulait, notre code de vie, on voulait que les parents le voient souvent. Nos critères d'évaluation, ben, on voulait qu'il y ait une plateforme centralisée qui est simple pour eux, parce que envoyer toujours ça par courriel, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais ça fait des centaines de courriels. Puis là, la gestion de courriel, c'est ça qui prend le dessus sur tout, puis là, tu n'as plus le temps de rien faire d'autre. Fait que là, on était comme, OK, on va faire une présentation de messages aux parents qu'on leur envoie par courriel et qu'on met sur Classroom. Puis dans ça, on va tout mettre les messages qu'on a besoin de leur dire dans la semaine, même les feuilles à imprimer ou d'autres choses. Puis on avait le lien aussi pour la planification mensuelle. Fait que ça, toutes ces... le message aux parents, là, Lucie, elle disait tutoriel, elle disait planification mensuelle. C'était toutes des choses qu'on avait fait au fur et à mesure dans les semaines précédentes. C'est juste que là, on a fait l'exercice de le rassembler dans un document pour faciliter l'accès aux parents. Pourquoi? Parce qu'on a eu des réponses des parents qui disent « Ouais, mais je ne sais plus où aller chercher quoi que ce soit. » Puis là, on s'en dit « Ah, c'était peut-être pas assez clair pour nos parents. » On essayait d'être à l'écoute de ce qu'ils nous disent aussi parce qu'on savait très bien qu'ils en vivaient beaucoup. Fait que ça a été... Au fil et depuis le mois de septembre, il y a tout le temps eu des constats. OK, ça ne fonctionne pas. OK, on se revire de bord. Comment vous allez faire? Ça, on remarque que les parents n'embarquent pas nécessairement parce que justement, on le répète, là, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est plein de petits constats depuis le début de l'année qui a fait en sorte que vous avez comme développé cette structure-là. Puis, j'aimerais aussi aller comme dans la prochaine diapo, il a fallu aussi vraiment accompagner les parents dans ce... Parce que le virtuel, là, il n'y a pas personne qui était prêt pour ça, encore moins nous, je pense, en quelque part. Puis il a fallu vraiment dire, on va le faire ensemble. Fait qu'il a fallu avoir un accompagnement au niveau des parents pour que ça se tienne ensemble. Mm-hmm. Puis de faire des choix judicieux sur où qu'on les accompagne aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire avec eux. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas des enseignants, ces gens-là. Ils peuvent juste faire de leur mieux dans le contexte dans lequel ils vivent, qui est déjà difficile et précaire, tu sais, avec la pandémie. Fait qu'un des exemples de ça, c'était que Lucie, ça c'est encore une initiative. Vous voyez, on n'a pas inventé
énormément de choses. On s'est inspiré beaucoup de choses qui existaient, d'où l'importance de rester connecté aux autres. Mais des enseignants faisaient des portes ouvertes sur des sujets particuliers. Puis on s'est inspiré de ça pour faire une porte ouverte sur les stratégies de lecture. Puis ça a été en soirée, puis on a eu étonnamment une bonne participation des parents. Mais je pense que ça, c'était parce qu'on avait établi un climat de confiance avec eux, parce qu'on les rencontrait quotidiennement, puis on leur montrait qu'on était impliqués dans le cheminement de leur enfant, parce que moi, je ne m'aurais jamais entendu. Je pense que sur 50 parents, on en a eu 35-40, qui est comme phénoménal. Mais ça démontre à quel point le climat de confiance peut être important. Puis, on prenait aussi l'occasion au quotidien en Lucie de leur parler des HH, puis de l'importance de développer ça à la maison, parce qu'on doit les évaluer sur le bulletin. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'évaluer des HH au virtuel, là, mais c'est assez difficile. Merci. Ouais, Alors, oui, je vais te dû... laisser faire du pouce là-dessus. Oui, bien, on a dû faire une co-construction de critères de HH. Alors, on en a pris quelques-uns qui se faisaient à la fois en mode présentiel et en mode virtuel, mais on en a construit des nouveaux. Ça, il n'y avait pas de mystère là. Il a fallu s'asseoir et vraiment penser qu'est-ce qui est observable et mesurable en mode virtuel. Alors, c'est certain que ce n'est pas tout qui est possible, mais il faut vivre avec les limites, mais travailler aussi avec tout ce qui est possible. Et puis, pour faire du pouce aussi sur les portes ouvertes, j'en ferai une prochaine sur les stratégies d'écriture parce que les parents sont quand même présents dans l'apprentissage de leur enfant. Il y a une présence qui est différente que si leur enfant était en mode présentiel. Donc, je trouve super important de partager encore plus directement les stratégies d'écriture et de lecture aux parents parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'appui de leur part. Ils sont nos partenaires. Alors, pourquoi ne pas utiliser le même vocabulaire que moi lorsqu'ils sont avec eux en temps asynchrone ou plus tard pendant la journée? Et puis, je vois le mot tutoriel aussi. Ça nous a sauvés énormément parce qu'on avait plusieurs courriels de demande. Ah, je ne sais pas comment faire ça, comment envoyer des preuves, comment insérer une vidéo dans le portfolio. Alors, beaucoup d'énergie prise pour faire les tutoriels, mais ça aurait pris tellement plus d'énergie de répondre à chaque question de façon individuelle. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est que ça paraît comme, OK, vous avez investi beaucoup de temps pour les parents. Puis c'est vrai, mais ce temps-là était bien investi et ça payait. Puis, tu sais, pour toujours faire le lien avec l'évaluation, on était stratégique dans ce qu'on se faisait avec les parents ou ce qu'on leur demandait. Tu sais, on ne s'enfargeait pas des fleurs du tapis à leur dire fais ça, si on savait que ça n'allait pas payer pour l'évaluation ou pour recueillir des preuves. Fait que c'était toujours de se donner, d'essayer de se mettre dans la tête d'un parent qui commence à naviguer avec tout ça, comment faciliter ça, puis comment aussi leur dire concentrez-vous sur ça parce que ça, on sait que ça va payer. Fait que, tu sais, les tutoriels, puis on a fait une porte ouverte jusqu'à date. C'est pas comme si on en faisait à toutes les semaines. Mais, tu sais, on a vu des succès par la suite avec ça parce que les parents étaient plus capables de naviguer avec la plateforme en ligne. Puis les élèves pratiquaient plus la lecture, ce qui veut dire que quand on arrivait à nos évaluations GB+, on avait des meilleurs résultats. Parce qu'en temps normal, l'élève passe plus de temps à l'école qu'à la maison quand ça vient à l'apprentissage. Et là, au virtuel, c'est l'inverse. Alors, le parent devient un acteur d'avant-plan, sur la ligne de front. Puis c'est pour ça qu'on voulait prendre une partie de notre présentation pour en parler, parce qu'on est convaincu, moi et Lucie, que si on n'aurait pas eu l'apport du parent, tout ce qu'on a mis en place n'aurait pas fonctionné. J'aimerais qu'on enchaîne avec notre autre point, puis c'est l'idée de triangulation. Est-ce que c'est possible de faire de la triangulation dans notre salle de classe en virtuel? J'imagine que plusieurs fois, vous vous êtes creusé la tête puis gratté la tête pour dire OK, comment on va faire ça? L'idée d'avoir cette triangulation-là. On l'a mis à la fin, juste pour vous dire pourquoi on le met en troisième partie, la triangulation. C'est vraiment un enchaînement. Si l'environnement d'apprentissage n'aurait pas été favorable à l'évaluation ou propice à l'évaluation, si on n'aurait pas collaboré et communiqué efficacement avec nos parents, on n'aurait pas été en mesure de varier nos méthodes d'évaluation.
parce qu'on n'aurait pas eu la fondation pour le faire. Fait que ça, c'est important de comprendre qu'il y avait comme une démarche puis un ordre pour arriver à ça. La première fois qu'on a vraiment réfléchi à l'évaluation, puis qu'on a fait l'essai, c'était au mois d'octobre quand on a pris la décision où on a demandé plutôt au départ si c'était possible de consacrer des journées entières à des évaluations individuelles. Lucie, est-ce que tu aimerais expliquer qu'est-ce que ça nous a permis de faire l'évaluation individuelle? Oui, ça nous a permis de prendre 2 jours qui étaient supposés d'être vécus en mode synchrone avec les élèves. Alors, au lieu d'avoir un grand groupe ou un petit groupe, on avait un horaire et puis on rencontrait, par exemple, la première journée, moi, je rencontrais les élèves de Jonathan, 15 minutes ou 20 minutes chacun, ça dépendait de l'horaire, ça dépendait du nombre d'élèves aussi dans la salle de classe. Il y a certains élèves que j'ai dû rencontrer de nouveau pendant mes temps de gestion, par exemple. Là. Donc, ce n'est pas possible nécessairement de rencontrer tout le monde, mais on avait un horaire ciblé, un élève à la fois. Et pour ma part, ça m'a permis vraiment de vérifier les notions de lecture et même des notions d'écriture avec un élève devant moi, micro ouvert. Donc, je pouvais vraiment entendre tous les bruits autour et aussi avoir une conversation avec cet élève-là riche. J'ai pu voir beaucoup de communication orale également. Et la fois suivante, j'ai fait la même chose avec l'autre classe. Donc, on a été très chanceux de pouvoir vivre ceci parce que j'ai pu recueillir de belles preuves d'apprentissage et aussi voir où étaient les forces et les besoins de chaque élève. Alors ça, je ne sais pas comment j'aurais fait sans ça. Et ça m'a permis aussi d'évaluer le niveau GB+, de mes élèves. Il est certain que j'ai dû reprendre des périodes parce que c'était impossible de finir chaque Mais c'était moins évaluation. volumineux pour toi. Voilà. Parce qu'on avait au moins une journée. Puis c'était ça l'obstacle qu'on faisait face, c'est qu'on se disait, il y a certaines choses qu'on ne peut juste pas faire en petits groupes. Même en petits groupes de 5-6, c'est impossible. On ne peut pas consacrer tous nos temps de gestion à ça. On va travailler 24 heures sur 24, c'est impossible. Fait que là, on s'est dit, bon, on va faire la demande en espérant qu'ils vont dire oui, on va expliquer nos arguments, puis ils ont accepté. Puis écoute, ça a été une pratique gagnante qu'on a répétée en janvier avant le bulletin. Donc, on le mettait un peu à la fin des étapes pour pouvoir évaluer. Donc, mi-octobre, c'était pour le bulletin de progrès. Fin janvier était pour le bulletin de la première étape. Et là, on va probablement le refaire parce que le deuxième bloc, il est plus long. Là, donc, le faire 2 autres fois. Donc, au mois d'avril, puis au mois de fin mai là, pour le deuxième bulletin. Là. Oui. Mais ça, c'était des apprentissages ciblés qu'on allait évaluer. Même en mathématiques, tout ce qui était, par exemple, moi, le dénombré des collections, qui est très difficile à voir en petits groupes, ou de m'expliquer leur stratégie de calcul, puis de me le montrer avec leur petit tableau. Ça me permettait vraiment d'aller chercher des informations précieuses. Mais ce n'était pas la seule façon qu'on faisait l'évaluation. C'est sûr que notre méthode, notre horaire qui permettait des petits groupes au jour le jour, ça, c'était riche en observation puis en conversation, puis même en production. Parce que moi et Lucie, on utilisait, là, je ne l'ai pas avec moi, mais Lucie, tu l'as-tu proche de toi, ton petit tableau? Oui. On utilisait énormément ce petit tableau-là à 5 qu'on a trouvé sur Staples. On a demandé à nos parents de l'acheter. On a dit, si vous avez acheté une chose cette année, achetez ça, s'il vous plaît. Puis la plupart l'ont fait. Puis écoute, ça a été un succès pour nous en mathématiques et en numératie, en littératie. Parce que c'est pas facile d'aller recueillir des productions. Puis on va en parler plus, là, mais c'est pas facile. C'est celui-là qu'on s'est cassé la tête le plus. Puis je pense que c'est partout avec les enseignants virtuels, c'est celui-là qui nous cause le plus d'anxiété. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui, puis si je peux faire du pouce aussi sur le fait qu'on avait la chance, et encore la chance de travailler avec les petits groupes, c'est que ça nous permet au quotidien de faire des observations, mais aussi d'avoir des conversations et donner la voix à l'élève. Parce que quand on est avec un grand groupe de 20 élèves, oui, il y a quelques élèves qui arrivent à parler, répondre à des questions, on les entend, mais on n'entend pas tout le monde. Avec les petits groupes, ça ressemblait aussi au mode présentiel. Quand tu es en petit groupe, quand tu es en petit groupe à ta table guidée aussi, donc ça nous permet de voir
qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, oui, avec le petit tableau, mais aussi on travaille encore avec des Google Slides. Et moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le lien directement dans le clavardage. Parfois, l'élève doit se faire une copie, mais parfois, je garde un lien qui est pareil et là, chaque élève a une diapositive ou deux où il va écrire directement dessus. C'est certain qu'en première année, c'est un défi, l'apprentissage d'écrire avec le clavier, mais si on le pratique, on peut être surpris et surprise des résultats. D'accord? Donc, ça me permet de voir en direct ce que mes élèves étaient capables de faire également. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on parle quand même des élèves de première année, tu sais, puis des fois, j'entends, moi, OK, en quatrième, on a de la difficulté à aller dans une présentation ou cliquer sur un lien dans le clavardage. Mais je pense que tout ça, puis les gens au programme virtuel s'en rendent compte, ça prend du temps. Chaque petite chose qu'on veut mettre en place, bien, il faut y aller étape par étape avec les élèves pour qu'ils sachent où aller. Fait qu'il y a Il faut tout planifier. Tout planifier, exactement. J'imagine dans votre planification en rebours, tout ce qui est côté technique, là, vous n'avez pas le choix, ça doit rentrer là-dedans. Si vous voulez recueillir des preuves, mais ça doit rentrer dans votre planification à rebours parce que vous allez devoir le travailler tranquillement. Oui, puis, on pouvait le réinvestir éventuellement, c'est certain. Quand l'élève avait compris une pratique, là, on la réinvestissait. Mais quand on commençait quelque chose de nouveau, puis on savait, comme par exemple, à un moment donné, je voulais explorer, c'est ça, des Google Slides. Parce que j'avais vu ça d'un enseignant, puis je trouvais ça vraiment cool. Mais je ne pouvais pas juste dire, c'est beau, demain, je commence ça, là. Puis je pense que c'est ça, on s'est développé une seconde nature de s'arrêter, puis de se dire, OK, ça, c'est mon objectif, comment j'y m'y rends, puis quelle étape que je prends. Puis disons, avant de me rendre à ça, bien, à chaque jour, je pratiquais une petite chose. Les élèves ne le savaient pas, mais la semaine d'après, quand j'arrivais avec l'activité, boum, ça avait payé, ça rentrait, ça... Puis des fois, on ne l'a pas fait comme ça, puis on a vécu les échecs, puis c'est comme ça qu'on s'est dit, écoute, la prochaine fois, il va falloir le planifier. Alors, je ne veux pas non plus parler ici puis dire, tu sais, on l'avait tout de planifié, puis c'était beau, là. Au contraire, il y a des moments, moi puis Lucie, on s'appelait en riant, en se disant, mon Dieu, qu'on s'est planté, tu sais, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Comment qu'on se reprend? Mais là, c'est que tu travailles ce muscle-là que tu développes aussi à réfléchir à chaque fois que tu veux mettre quelque chose de nouveau en place, comment le faire pour que les élèves vivent des succès aussi. C'est important, ça. Jonathan, veux-tu passer à la prochaine diapo juste pour... mais Lucie, tu voulais parler du tableau aussi? Oui, je voulais juste finir en disant le tableau, c'est magique parce que ça me permettait de monter des dossiers par élève. Moi, je me préparais un Google Slide de diapos vide avec le nom des élèves dessus, puis je pouvais aller écrire directement vite, qu'est-ce qu'il y avait écrit, tout ça. Pas tous les élèves chaque jour. Je ciblais certains élèves chaque fois que je faisais l'activité pour me ramasser, recueillir des preuves d'apprentissage et voir ce qu'ils étaient capables de produire. Moi, en mathématiques... Comme on ferait avec des petits post-it là, si on se promènerait dans la salle de classe. Mais là, tu l'écrivais dans un document. Dans mon Google Slide par date. J'ai ça par date dans un dossier. Je peux retourner, c'est facile. Tu vois, moi, je fonctionnais différemment parce que moi, je suis moins quelqu'un qui a besoin de prendre... Je trouve ça plus difficile de prendre des notes spontanément. Ce que j'aimais, c'était de créer des activités qui, dans le fond, venaient résumer qu'est-ce qu'on travaillait dans la journée. Puis je leur demandais de le faire en asynchrone, parfois en petit groupe avec moi, en synchrone, puis dans la majorité des cas, en asynchrone. Puis là, tu sais, je sais qu'il y a toujours l'inquiétude de « Ouais, mais est-ce que le parent aidait? » Bien, nous, tu sais, on faisait beaucoup de travail avec les parents pour comprendre de ne pas leur aider. Fait que c'est certain qu'on met un astérix à côté de preuves d'apprentissage asynchrone. Mais à cause que je le vérifiais toujours en synchrone avant de faire, disons, mon opinion finale sur si l'élève a réussi ou pas, ça me permettait au moins de voir. Parce que si un élève, disons, ses parents l'ont aidé dans tous les travaux asynchrone, quand je le rencontre en petit groupe puis je lui demande de le faire en direct avec moi puis il se plante, ben c'est un indicatif assez fort qui donne l'impression que le parent s'est impliqué beaucoup dans la remise des travaux asynchrones. Fait que ça a été extrêmement gagnant. Puis là, on a même pratiqué avec les élèves pour nous partager les documents slides par eux-mêmes. Puis à la fin, ils étaient capables de le faire. C'était hallucinant ce qu'ils étaient capables de faire. Puis le portfolio, juste pour en parler brièvement, ben, c'était un peu notre place centrale où est-ce qu'on demandait aux parents, dans le fond, de déposer les preuves d'apprentissage des élèves si ce n'était pas un document slide que l'élève nous avait partagé. Ça, moi, je faisais la gestion de ça,
mais disons les photos, les clips vidéo, disons, ils prenaient des photos des travails avec leur téléphone, puis là, ils l'ajoutaient dans le portfolio. Puis ça faisait un genre de continuum chronologique des preuves de l'élève. Puis les parents aimaient ça aussi parce que eux, ça leur gardait un petit souvenir de ce que l'élève était capable de faire. On mettait de la rétroaction. Dans le portfolio, il y avait des preuves formatives, il y avait des preuves sommatives. Donc, on l'a vraiment modifié à la saveur du virtuel. Ça n'a pas été facile au départ, mais ça l'a payé à la fin. On pourrait passer à l'autre diapo parce que je regarde le temps, puis on s'en va bientôt dans les questions. Puis je voulais juste finir avec l'idée que vos situations authentiques, là, c'est intéressant ce volet-là. Là. Oui, dans le fond, cette page-là, on voulait tout simplement dire qu'à chaque fois qu'on créait quelque chose, on réfléchissait à quelque chose, on s'arrêtait pour se dire comment on peut l'implanter dans un mode virtuel, un peu pour faire du pouce sur ce qu'on disait plus tôt, là. Donc, les évaluations, les activités formatives, c'était toujours comment qu'on fait pour l'adapter au mode virtuel, comment qu'on fait pour qu'il réponde à un contexte d'enseignement en ligne, puis l'importance de sensibiliser les parents, comme je vous l'ai dit, à l'importance de l'autonomie de l'enfant, parce qu'on voulait que les preuves soient le plus authentiques possible. Fait que c'était un peu autour de ça que ça tournait, cette diapositive-là. Puis, si on peut peut-être passer au message clé pour terminer avant d'aller dans les questions, là. Je trouve ça intéressant parce que je vous ai dit, ça serait le fun de terminer avec c'est quoi les messages qu'on voudrait que les gens retiennent de votre présentation. Parce que je veux dire, vous avez fait tellement de belles choses, il y en a partout, ça semble beaucoup, mais si on a des trucs à retenir, ce serait quoi? Puis j'ai aimé ça, moi, ne pas réinventer la roue. Hein, vous l'avez dit plusieurs fois. Toutefois, je veux dire, faut partir en quelque part, mais justement, à côté, ça dit se laisser inspirer par les autres. Alors, justement, tout ce que vous avez placé là, vous avez été en chercher des petites bribes un peu partout. La collaboration peut prendre différentes formes. Parfois, c'est un réseau. Parfois, c'est juste de jaser avec quelqu'un qui vit la même situation que vous. Puis parfois, c'est à tous les jours, d'un petit chat entre vous deux, vous avez vécu ça, ou avec Samantha et Sophie. Le visuel, je pense qu'en quelque part, vous avez tous des élèves de première année qui apprennent à lire, énormément d'élèves ALF. Le pouvoir du visuel probablement parle plus que de l'écrit. Puis ça, c'est autant pour nos parents finalement, parce qu'eux aussi ne sont peut-être pas très familiers avec le français. Vous avez ça dans vos salles de classe aussi. Être flexible et ouvert à tout, flexible aussi. Puis je pense qu'on n'a pas le choix quand on est en mode virtuel. Si on arrive avec une pensée, puis ça va se passer comme ça, on se réveille le matin, puis l'Internet ne marche pas, fait que ça a déjà comme clenché, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça arrive constamment. Puis cheminer avec les parents, puis faire équipe, je pense que c'est extraordinaire. Puis l'intention est plus importante que le résultat. L'intention, hein, chaque fois, vous m'en avez parlé, c'est quoi votre but? C'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? On revient toujours à ça. Puis vous avez utilisé différents outils, mais à chaque fois, c'était réfléchi puis dans une planification. En tout cas, moi, je pense que vous avez fait du beau travail. Bravo. Est-ce que j'ai vu qu'il y a plein de questions? Hein? Oui, effectivement, il y a plein de questions. Juste avant de passer à la période des questions, moi, je vais juste vous amener sur la plateforme Idelo. C'est un service donc qui est disponible pour les enseignants. C'est gratuit pour les enseignants de l'Ontario. Donc, la plateforme Idelo vous propose plus de 14 000 ressources pédagogiques en français. C'est du contenu qui a été sélectionné par des experts de l'éducation. Vous avez sur la plateforme le webzine Idelo qui partage avec vous des pratiques d'enseignants, donc en lien avec des thèmes choisis. Ça peut être le numérique, l'apprentissage des compétences en lecture, donc vraiment des enseignants qui viennent partager avec vous, pas nécessairement des enseignants qui utilisent la plateforme, mais qui ont le goût de partager avec vous des pratiques réussies. Et on a aussi donc des webinaires pour vous accompagner dans l'utilisation de la plateforme, comment utiliser les ressources en lien avec différents thèmes. Donc, je vous invite à aller consulter cette plateforme. Ce que je vais faire dans le courriel, c'est que je vais vous envoyer la présentation, le PowerPoint. Je vais aussi vous envoyer les différents liens pour la plateforme et pour le channel YouTube de Idelo.
je voulais juste rajouter aussi, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu, mais le PowerPoint, c'est vraiment, il y a plein de liens que vous pouvez cliquer pour avoir accès à des documents. C'est vraiment, ça vaut de l'or, ce PowerPoint. Donc, je vous invite à prendre le temps de vraiment aller le regarder et essayer de trouver tous les trésors cachés, comme on pourrait dire. Donc, voilà. Alors, j'arrête mon partage d'écran et je vais revenir aux questions. Donc, pour voir le document, on parlait, est-ce qu'on peut voir le document modèle pour la période asynchrone? On pourrait vous inviter là, à aller le voir lorsque la présentation va vous être partagée. Sinon, on demandait… Juste pour dire, Pascal, oui. pardonne-moi, juste pour dire que tous les documents, on a créé une copie exemple. Donc, inquiétez-vous pas, vous pouvez faire une copie de ces documents-là et modifier à votre guise. Dans le fond, un peu comme on a dit, nous, on n'a pas réinventé la roue, on a pris beaucoup de ressources des autres enseignants. On vous invite à faire de même avec les nôtres. C'est pour ça que c'est important de les partager. Oui, ça pourrait être même partagé avec vous par la suite. J'imagine que vous avez un endroit de partage. Et je voulais juste ajouter, j'ai dû enlever des choses pour les droits d'auteur aussi. Donc, peut-être que vous allez trouver quelques pages blanches, malheureusement. Okay. On demande aussi comment vous avez géré le cas des élèves dont les parents n'étaient pas vraiment présents ou est-ce qu'il y avait une barrière peut-être ceux qui ne maîtrisaient pas la langue? C'est une très bonne question parce que ça nous est arrivé quand même assez souvent. De un, oui, je suis d'accord qu'il faut essayer de voir avec les parents comment on peut les accompagner. Mais des fois, ça ne fonctionnait pas. Et là, on se retrouvait dans une situation, bon, si on n'a pas l'appui des parents, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on perd juste espoir avec les progrès de cet élève-là? Non. Comment on fait pour munir l'élève d'outils pour que peut-être que cet élève-là devienne plus autonome par lui-même? Fait que là, tu sais, on pouvait investir du temps, des fois, un à un, une petite rencontre avec l'élève, 5 minutes. Puis là, je lui demandais de faire certaines choses. Je lui montrais, OK, c'est comme ça que tu vas aller le faire par toi-même. Puis, tu sais, au départ, il y avait beaucoup de parents qui partageaient les choses eux-mêmes. Mais quand que les parents n'étaient pas présents, bien, j'ai montré aux élèves comment eux le partageaient eux-mêmes. Fait que là, j'avais quand même mes traces, même si le parent n'était pas présent. Mais je choisissais mes batailles. Hein. On s'entend que je ne pouvais pas tout faire avec ces élèves-là. Mais je choisissais où est-ce que je voulais, disons, recevoir des traces ou tu sais, je lui demandais, reste 5 minutes plus tard, je vais te poser quelques questions. Donc, on s'organisait un peu autour de cette façon-là. Je ne sais pas, Lucie, si toi, tu as autre chose à ajouter sur ça. Non, c'est pas mal bien. On avait aussi des Google Meet, des rencontres Google Meet ponctuelles avec les parents. J'en ai fait quand même plusieurs avec toi, Jonathan, afin d'essayer de répéter notre message qui était si important. Parfois, la répétition aide également. C'est des conversations courageuses qui ne sont pas toujours faciles d'avoir. Puis en enseignement, ça nous rend parfois mal à l'aise de dire aux parents, là, je vous ai rencontré à mi-chemin, c'est à vous à faire l'autre partie, si on veut que l'enfant puisse progresser. Mais par expérience, quand on l'aborde d'une façon diplomatique, puis on démontre qu'on est bienveillant, puis qu'on veut aider leur enfant, souvent, on voit un cheminement qui se fait à petits pas, mais ça se fait. Fait qu'il ne faut pas perdre espoir. Oui. On dit aussi, après cette expérience, trouvez-vous des points positifs à mettre au compte de l'apprentissage virtuel pour les plus petits? Ben ça répète un peu, ça vient un peu sur les messages clés qu'on a dit à la fin de la présentation, selon moi. Je pense que si vous avez à retenir une chose, c'est vraiment la collaboration et de ne pas s'isoler. Parce que pour moi, ça a été ce qui m'a gardé la tête en dessus de l'eau pendant cette expérience-là, parce qu'il y a eu des moments qui sont très difficiles. J'ai eu des journées très difficiles où est-ce que on remet en question les choses parce que le volume de travail est quand même assez important. Et puis nous aussi, on vit des choses sur le plan santé mentale avec la pandémie. C'est pas toujours facile de rester fort pour nos élèves et nos parents. Mais d'avoir ce support-là, ça m'a gardé quand même assez fort. Puis les ressources, écoute, dans les réseaux, on avait des enseignants qui publiaient à tous les jours.
des fois, j'étais fatigué, je ne savais plus trop quoi faire le lendemain, j'avais une idée, j'allais sur les réseaux, boum, il y avait une activité de fête, j'étais comme parfait, je prends ça, je modifie ça, c'est excellent, tu sais. Donc ça, c'est important, je pense. On a aussi, j'adhère avec cette collaboration active les parents, même en présentiel, mais quelle est pour vous l'heure idéale pour les portes ouvertes aux parents? Bien, nous, on est chanceux parce qu'on a fait la porte ouverte quand même à 2h30 de l'après-midi, donc 14h30, et on a eu plusieurs parents. Il y a même des parents qui étaient en train de travailler en même temps. Donc, ils nous envoyaient un message, même dans le clavardage, je travaille en même temps, là, mais je suis quand même là pour écouter vos messages. Et aussi, je pense qu'il est gagnant parce que certains parents qui ne pouvaient pas y être, ils auraient bien voulu. Alors, on a partagé toutes les informations, la présentation Google Slide, et s'ils avaient des questions par la suite, ça nous a fait plaisir d'y répondre. À d'autres niveaux, Oui? excuse, je voulais juste dire que je sais que certaines personnes prennent le format de le faire plus après le souper. Nous, c'est parce qu'on connaissait nos parents assez qu'on savait qu'il allait avoir quand même une bonne participation à 2h30. Mais je veux juste dire que dans le fond, c'est un peu à vous à déterminer selon si vous connaissez vos parents, de l'adapter un peu à ce qui répond mieux aux besoins des parents aussi. Oui. Est-ce que vous avez noté des différences entre les travaux produits avec l'aide des parents et le niveau réel des élèves après l'évaluation individuelle? Oui, c'est certain que pas pour tous les élèves, mais certains élèves, j'ai pu constater ceci. Et ce que j'ai fait, moi, pour ma part, c'est quand j'ai vu ça, surtout en écriture, c'est surtout les travaux en écriture où je pouvais voir parfois une grande différence en ce qui était produit en présence de moi, en direct, et en asynchrone. Donc, j'ai pris l'initiative de rencontrer de façon individuelle l'élève et de faire littéralement une évaluation au niveau de la triangulation, observation, conversation, production et voir ce que l'élève était en train, capable de me dire, de penser, de dire et d'écrire. Alors, pour moi, ça a été ma solution afin d'aller voir est-ce que c'est vraiment l'élève qui l'a fait de façon seule ou pas. Mais je n'ai pas fait ça pour tous les élèves. Non, ça représente, dans nos deux classes, ça ne représentait pas une tonne d'élèves. Mais ça nous permettait par la suite aussi d'avoir un dialogue avec les parents pour dire, regardez, on a fait ça, on a remarqué ceci. On estime qu'il serait important pour vous de continuer à être présent, mais de ne pas vous ingérer dans ce que votre enfant est capable de faire. Tu sais, ça représente du travail additionnel, puis il faut être honnête avec eux aussi. Puis tu sais, comme c'est important cette communication-là. Oui. On revient aussi, vous pouvez faire des captures d'écran quand l'élève monte son ardoise devant la caméra de son ordi. Donc, c'est quelqu'un qui partage un petit truc qu'on parlait des ardoises. On a aussi, j'enseigne de Martine, j'enseigne au PMJE et nous avons beaucoup de points en commun. On dit que c'est vraiment un autre monde. En quatrième, les parents sont vraiment absents et occupés avec leur travail. Aviez-vous le droit d'enregistrer les conversations individuelles ou en petits groupes avec l'accord des parents? Moi, je n'ai enregistré aucunement aucune conversation. La seule chose qu'on avait de façon auditive, audio, c'est le parent qui choisit de nous envoyer une vidéo, soit par courriel, parce que certains parents préfèrent le faire ainsi, ou l'insérer directement dans le portfolio, parce que ça nous arrivait aussi de demander à l'élève, lorsqu'il faisait un dessin en études sociales ou en sciences, par exemple, d'expliquer ce qu'il avait dessiné et à l'aide d'une vidéo. Donc, on a reçu quand même plusieurs vidéos afin de nous permettre de comprendre ce que l'élève était en train de dessiner. On a des beaux mots de bravo et merci pour cette excellente présentation. Effectivement, merci Lucie et Jonathan. Votre partage est très apprécié. Merci pour cette belle présentation. Je suis contente d'avoir écouté votre expérience par rapport au vécu que j'ai tous les jours avec les plus vieux quatrièmes, comme les travaux faits par les parents. Mais je confronte l'élève à la conversation pour savoir son niveau. Un gros merci. Il y avait une question, Pascal, sur le matériel en manipulation en mathématiques. Ah oui, je l'ai passé. Puis je la trouve intéressante parce que moi, je me suis cassé la tête beaucoup avec ça. C'est pas facile, ça ne l'est pas. Puis la réalité est qu'il y a des enfants qui n'ont juste pas les moyens financiers d'acheter des petites choses pour jouer avec. Mais on peut
en tout cas, quand on pense un peu à l'extérieur de la boîte, on peut trouver quand même beaucoup de choses à la maison. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est que dans les messages de la semaine, je leur demandais d'aller chercher, pour mardi, par exemple, aller un petit bocal avec des céréales ou des trombones ou des objets comme ça. Puis là, ben, je les avisais d'avance. Ça, c'est important parce que la journée même, c'est sûr, ça ne marchera pas. Puis je sais parce que je l'ai fait, puis ça n'a pas marché. Mais tu sais, là, ça me permettait d'avoir du matériel. Pour les évaluations aussi, je le demandais d'avance. Il y a aussi quand même, c'est pas du matériel de manipulation directe, mais il y a des outils en ligne que tu peux utiliser qui mimiquent le matériel de manipulation. C'est pas la même chose, mais c'est mieux que rien. Donc, je faisais un peu un mishmash de tout ça, mais la réalité, c'est que c'est un grand défi quand même. Peut-être une petite dernière, là, je vous laisse lire les beaux, vous avez des beaux messages, je vous laisse le temps de les lire. On a Martine qui avait une question à main levée. Donc, Martine, si vous avez toujours votre question, je vous invite à enlever votre microphone de sourdine. Je vous ai donné la possibilité de le faire. Voilà. Bonjour. Oui, merci. Bonjour. Je trouve ça très chouette, vraiment. Là, je vous remercie parce que la présentation est, je pense, réaliste et la façon de communiquer, tout ce vécu, je pense que ça dégage, oui, du réalisme, puis beaucoup d'humilité aussi, d'adaptation. Enfin, moi, ça me rejoint beaucoup et j'espère que peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble un jour. C'est plus un petit commentaire. C'est parce que, oui, comme je mentionnais, j'enseigne au PMJE. Et puis, quand j'écoute un petit peu tout ce que, en tant qu'enseignant de première année, vous êtes amené à faire par rapport à l'autonomie, par rapport à faire prendre conscience aux parents, toute cette dimension de lecture, écriture. Moi, je veux partager quelque chose parce que à ce moment-ci, je me dis, est-ce que je renouvellerai de vouloir enseigner? Parce que moi, c'est un choix d'enseigner en virtuel, ok? Parce qu'il y a eu la pandémie, puis c'était un intérêt d'un défi professionnel pour essayer de voir et tout ça. Donc, si j'avais à recommencer en septembre, qu'est-ce que je ferais? Ok? Donc, je pense que dans votre présentation, il y a plein de choses là. Oui, rencontrer les parents, parce que c'est vrai que la liste de classe est arrivée, schlac, et puis, moi, j'en avais 34. OK. Bon, mais ça, c'est le début. Mais ce que je remarque actuellement, c'est qu'on dit, oh, les enfants au programme maternel jardin, c'est moins important. Donc, en tant que parent, je mets mon attention sur celui qui est en deuxième année, celui qui est en troisième année. Et je me dis, quel dommage, parce que ça perpétue encore la pensée que, oh, la première année est super importante. Et je sais combien elle est, mais on sait combien il y a du travail qui est fait en amont d'une première année. Et je me dis, quand je vois les petits qu'on a rencontrés, qu'on a accueillis en septembre, qui étaient des petits, où on doit adapter mes effets personnels, comment je les range. Ton effet personnel, c'est ouvrir ton micro, fermer ton micro, ouvrir ta caméra. Donc, il y a plein de savoir-faire qui sont en train d'acquérir. Je pense de savoir-être aussi parce que les HH, qu'on a peut-être moins l'habitude d'observer, mais nous, au PMJE, on les a, ces obligations-là d'observer ces petits moments-là. Mais pour les parents, c'est comme, c'est pas important, on joue. Alors que tout ce que vous avez souligné qui est important pour commencer une première année virtuelle, bien, elle est déjà travaillée. Puis moi, je me dis, si l'école virtuelle est là, parce que je pense qu'elle est là pour être implantée à plus long terme, parce que moi, je constate que les petits aussi peuvent fonctionner dans ce mode-là. Okay? Parce que ça les prépare effectivement là, pour quand ils arrivent dans les niveaux un peu plus hauts. Oui, puis il y a des intérêts technologiques qui sont là. Je suis d'accord, Martine, il y a des savoir-faire et des savoir-être au virtuel qu'on n'explorait pas nécessairement beaucoup en présentiel. Et là, c'est intéressant parce que
nous aussi, dans l'évaluation, ce n'était pas juste l'évaluation de compétences essentielles en littératie et numératie, mais c'était aussi évaluer ce qu'on veut offrir à nos élèves comme compétences qui va pouvoir continuer à être réinvesties au présentiel. Puis quand je pense à tout ce qu'on leur... puis tout ce qu'ils ont appris, puis que même qu'ils nous montraient à faire avec la technologie, j'aurais jamais cru, quand j'étais au présentiel, qu'un enfant de première année serait capable de faire ça. Mais ces enfants-là qui vont retourner en deuxième année, possiblement l'année prochaine, croisons les doigts, peut-être, ils vont pouvoir possiblement réinvestir tous ces acquis-là qu'ils ont fait au virtuel, mais au présentiel aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette dynamique-là entre présentiel et virtuel en termes d'évaluation et tout ça. Là, je trouvais intéressant le petit dossier, pas le petit dossier, l'ardoise, parce que pour nous, dans l'équipe pédagogique, c'était quelque chose qui nous semblait important parce que, on a une conscience environnementale aussi, puis on sait que tout petit, c'est des vrais papivores. Donc, alors, on capture d'écran, dossier ouvert. Moi, ce qui me turlupine un petit peu, c'est toute cette relation à l'espace, la géométrie, le raisonnement spatial, parce que oui, il y a des nouveaux outils, mais aussi, oui, il y a les outils virtuels, puis qui sont très chouettes. Là, nous, on a vécu des moments de collaboration, un enfant donne une consigne, qui partage son écran, enfin, c'est vraiment intéressant. Je veux dire, j'aurais jamais pensé à faire ça en présentiel, mais là, c'est l'outil qui t'oblige à innover, à dire, OK, comment je vais trouver, tu sais, sachant que chez les tout-petits, il n'y a pas d'imprimante, je pense que chez les grands, il ne devrait pas y en avoir autant que ça non plus, mais on sait que le PDF à imprimer, il ne sera pas imprimé ou, on n'en veut pas. OK? Oui, je dois, c'est très intéressant. Je dois, par exemple, on pourrait continuer comme ça toute la soirée, mais on doit malheureusement faire le mot de la fin. Donc, Stéphanie, je t'invite à nous faire les mots de la fin. On ne voudrait pas que ça finisse, mais... Oui, on pourrait en parler pendant encore longtemps, puis je pense qu'avec Martine, peut-être que ça pourrait être un autre webinaire avec Martine. Le mot de la fin, alors merci tellement Lucie, Jonathan, pour votre générosité, pour tout ce côté humble aussi de pouvoir et honnête de tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Puis les hauts et les bas, vous ne l'avez pas caché, c'était pas facile. Puis je pense que je retiens vraiment collaboration, puis un pas à la fois. Je pense que ça revient à faire ça ensemble. Alors, ça donne un beau résultat. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour les gentils mots, c'est apprécié. Oui. Oui. Merci, bonne fin de journée.